Merci de ces mots d'introduction. J'espère que vous avez tous les éléments pour suivre ce que j'ai à vous dire en vous remerciant, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, de me permettre d'intervenir à l'occasion de ces journées qui nous permettent collectivement d'avoir une réflexion de fond, une réflexion stratégique sur des sujets essentiels. La France et Israël ont une relation profonde, historique, façonnée au cours de ces dernières décennies, une relation fraternelle. Nous avons de nombreux points communs. Je l'ai souvent souligné. Nous sommes deux petits pays par la taille, mais avec sans doute une même grande ambition, une ambition parfois un peu folle, celle de parler au monde, en tout cas d'assumer une part de l'universel et de partager avec d'autres, bien sûr, des valeurs qui sont des valeurs universelles. Nous avons donc de nombreux points communs, mais aussi un triste privilège, et c'est au fond à ce titre que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Nos deux nations ont été, comme d'autres, par le passé, et le demeurent aujourd'hui, fortement touchées par le terrorisme. En France, au cours des dernières décennies, la liste est longue et les auteurs multiples, cela fait partie de l'histoire. Le terrorisme basque, même s'il a d'abord frappé en Espagne, corse, breton, d'extrême droite, révolutionnaire, d'inspiration anarcho-marxiste, avec action directe qui s'inspirait de ce qui s'était passé en Allemagne avec la bande de Bader, terrorisme venant du Proche et du Moyen-Orient, l'OLP, le groupe Abu Nidal, d'autres aussi dans la région, je pense au terrorisme arménien. Et puis dans les années 90, nous avons connu un terrorisme de motivation clairement islamiste avec le GIA algérien, responsable des attaques de stations de métro à Saint-Michel et à Port-Royal, ou du détournement de l'avion d'Air France entre Alger et Paris, fin 1994. La France est un pays donc qui connaît le prix du terrorisme. Et je peux dire qu'au fil du temps, par son arsenal policier et judiciaire, elle a su faire face. On peut même dire, bien avant que le mot ne soit à la mode, que la France a su faire preuve d'une forme de résilience. Je me souviens notamment des lendemains des attentats qui ont frappé Paris dans les années 90, et les Parisiens, les Français ont montré une force de résistance annonciatrice, malheureusement, de celle qui allait marquer les rues de Paris 20 ans plus tard. Mais en 20 ans, alors que notre pays, jusqu'en 2012, n'a pas connu véritablement d'attentats, en moins de 20 ans, tout a changé. Le 11 septembre 2001, et bien sûr j'exprime une nouvelle fois mon amitié et ma solidarité aux Américains. Le 11 septembre a marqué au fond le début d'un siècle nouveau, avec la disparition des blocs bâtis après la Deuxième Guerre mondiale, ces blocs issus de Yalta, les défis qui sont ceux de la globalisation économique, numérique, les défis climatiques. Mais le 11 septembre marque un changement profond. Et depuis les attentats de Madrid, le 11 mars 2004, les attentats de Londres en 2005, nous le voyons bien, nous sommes entrés dans une nouvelle ère que nous avons eu, avouons-le, bien du mal à cerner. C'est pour ça que c'est toujours utile, indispensable, de venir régulièrement en Israël pour écouter quels sont les enjeux stratégiques qui se posent ici et souvent pour comprendre les enjeux que nous aurons à affronter plus tard. Depuis 15 ans, nous sommes entrés dans une ère que j'ai qualifiée d'hyperterrorisme, c'est-à-dire l'importation de techniques de guerre avec comme but de faire le plus grand nombre de victimes possible en frappant les esprits
et en bénéficiant désormais de tous les relais médiatiques disponibles, chaînes de télévision, chaînes d'information, Internet, réseaux sociaux. Cet hyperterrorisme emprunte les techniques de guerre, mais aussi parfois les techniques les plus rudimentaires, comme nous l'avons vu en France le 14 juillet 2015 à Nice, avec l'usage de camions béliers ou d'armes blanches avec l'assassinat, entre autres, d'un prêtre, le père Hamel, en juillet 2016. Et cet hyper-terrorisme, sous ses différentes formes, frappe la France. Il frappe l'Europe, la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne avec les événements de Barcelone il y a quelques semaines. Il frappe le monde, les États-Unis, le Canada, mais aussi la Tunisie, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, l'Indonésie, l'Australie, l'Égypte et bien sûr Israël. Ce n'est pas clair aux yeux du monde ou des opinions. Alors, je veux le dire ici avec force, puisque nous parlons de terrorisme. C'est le même combat que nous menons à Paris, à Bruxelles, à Bamako, à Barcelone ou à Tel Aviv et à Jérusalem. Bien sûr, je n'ignore rien des différences entre la France et Israël, différences géographiques, cela va de soi. Israël est en guerre depuis 70 ans, fait front, est en première ligne, et dans une situation géographique qui n'a rien à voir avec celle que nous connaissons. Mais face aux démocraties, il y a un même adversaire, un même ennemi qui est aujourd'hui globalisé, mondialisé, l'islamisme radical, qui sur fond d'embrigadement à grande échelle, veut asservir, torturer, tuer, prendre le contrôle de populations entières et les esprits de la jeunesse. L'attentat du 9 juin 2016, au cours duquel 2 Palestiniens ont ouvert le feu sur des terrasses d'embrigadement sur des terrasses de cafés et de restaurants à Tel Aviv, faisant 4 morts, est un attentat islamiste. L'attentat du 8 janvier 2017, au cours duquel 4 soldats israéliens ont été tués et 15 autres blessés par un camion bélier, est un attentat islamiste. Ce sont des attentats avec la volonté non pas de peser dans un conflit territorial, mais de tuer des juifs comme on a tué des juifs à Toulouse en 2012, comme on a tué des juifs à l'hypercachère de la Porte de Vincennes à Paris, avec la volonté de frapper Israël pour ce qu'est ce pays, un foyer juif. Si on ne comprend pas cela, si on reste dans des vieux schémas que je pourrais qualifier de romantiques, mais je mets des guillemets, des schémas nationalistes, puis révolutionnaires, qu'une partie de la gauche a porté à un moment, et pourtant la gauche est ma famille politique, alors on passe à côté de la réalité. Et c'est ce message de clarification, mais aussi de solidarité, que j'ai notamment voulu venir vous adresser aujourd'hui en tant qu'ancien responsable de la République française. Nous avons bien un ennemi commun, et Israël n'est pas à part. Et c'est donc main dans la main que nous, démocratie, pays libre, nous devons agir. Et nous devons poser un diagnostic qui soit compréhensible par chacun. Et je l'avais fait à la tribune de l'Assemblée nationale en 2015. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le terrorisme islamiste. Car le terrorisme et le terrorisme islamiste nous ont déclaré la guerre. Une guerre complète. Et si nous ne le disons pas, et si nous ne l'assumons pas devant les opinions publiques, nous ne sommes pas capables de combattre ce terrorisme et de nous engager dans cette guerre. Bien sûr, nous connaissons tous, et vous les évoquez au cours de ces journées, quels sont les éléments stratégiques, les outils qui sont nécessaires pour combattre le terrorisme. Vous êtes tous des experts de ces questions, je n'ai pas besoin de les approfondir. Bien sûr, nous devons mener la guerre contre l'État islamique et ses groupes reliés sur tous les continents, en disant aussi très nettement aux opinions publiques
et c'est le cas notamment pour ce qui concerne la France, que la chute de l'État islamique à Mossoul, à Raqqa ou dans d'autres villes syriennes ou irakiennes ne mettra pas fin à la puissance de l'État islamique, ou qui, sous d'autres formes, retrouvera, notamment sur la toile, sa capacité d'embrigader et de frapper, non seulement en organisant des attentats depuis l'extérieur, mais parce que c'est un des sujets majeurs. Nous avons dans notre pays, et c'est le cas dans d'autres pays aussi, c'était rappelé il y a un instant pour les États-Unis, nous avons des milliers de jeunes, d'individus qui se sont radicalisés et qui représentent donc un terreau, un potentiel pour porter des coups contre nos valeurs et notre démocratie. Nous devons le faire aussi en mettant davantage de moyens dans nos budgets de défense, de sécurité, de renseignement, de justice, parce qu'une partie de la radicalisation se passe dans nos prisons. Et c'est une question tout à fait essentielle, notamment pour l'Europe. Et chacun doit contribuer à l'effort. En créant aussi une nouvelle culture de sécurité. Et nous avons beaucoup à apprendre d'Israël. Garde nationale, vigilance citoyenne, adaptation du cadre urbain. Bien sûr, les Israéliens vivent, je le rappelais il y a un instant, dans un autre contexte. Mais nous devons d'autant plus insister là-dessus que dans nos sociétés occidentales, dans nos sociétés européennes, nous vivons avec une forme d'insouciance. C'est très difficile de dire que nous sommes en guerre. Et comme ministre de l'Intérieur ou comme Premier ministre, j'ai eu souvent à dire à la télévision que nous allions connaître sûrement d'autres attentats, même si nous faisions tout pour les éviter. Dire cela régulièrement crée une forme d'angoisse dans la société, ne vous amène pas forcément de la popularité. Et vous avez même des conseillers de communication qui viennent vous dire, Monsieur le Premier ministre, attention, à force de rappeler que nous pouvons connaître de nouveaux attentats, vous-même, votre image ont tendance à changer, à se durcir, à être anxiogènes. Et pourtant, ce devoir de vérité est indispensable si nous voulons que les sociétés soient capables de faire face à ces risques et à ces attentats. Nous devons le faire en luttant massivement sur les réseaux sociaux. Et j'avais eu l'occasion de dire, ça m'avait d'ailleurs été reproché en France, il y a 2 ans, que les salafistes étaient en train de gagner la bataille idéologique dans l'islam sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et nous devons, mais vous en parlerez aussi au cours de ces journées, bien sûr, donner une priorité massive à la construction de ce qu'on appelle peut-être un peu rapidement un contre-discours. Nous devons le faire en renforçant nos moyens de coopération de nos services de renseignement. C'est vrai, nous le faisons de manière tout à fait remarquable avec nos amis américains ou israéliens, nous le faisons aussi au niveau européen, mais il faut continuer de renforcer l'échange d'informations et l'action commune. Puis nous devons le faire avec une vision plus stratégique. Je pense notamment, mais ça vaut ce sujet une conférence en soi, au travail qu'il faut mener avec l'Afrique. On fait partie de ceux, je sais que nos amis israéliens aussi partagent cette idée, que l'Afrique, c'est l'avenir de l'Europe. C'est notre frontière commune, celle de la Méditerranée, et que les évolutions politiques, économiques, démographiques, religieuses en Afrique nous concernent très directement. Quand l'Afrique connaîtra plus d'1 milliard de personnes, ces questions, et on le voit bien avec les migrations, seront plus que jamais un sujet de préoccupation. Et donc nous devons aider l'Afrique à bâtir son avenir. Voilà les pistes trop rapidement égrenées. Mais il y a derrière cela un élément tout à fait essentiel sur lequel je veux insister. C'est la bataille idéologique. C'est le fait que nous devons aider l'islam à se débarrasser du mal qui le ronge à l'intérieur. Les musulmans, c'est vrai en France, mais c'est vrai partout dans le monde, sont pris d'une certaine manière en otage par cette idéologie qui se diffuse depuis des années. Et nous le savons, il faut désigner clairement les ennemis, les adversaires, ceux qui sont au cœur de cette dérive, c'est le salafisme et ce sont les frères musulmans. Et il faut en tirer les conséquences sur la manière dont nous luttons sous des formes
différentes contre ses adversaires qui ont pu rencontrer, bien sûr, des soutiens de la part d'un certain nombre de pays. Et derrière cette question-là est posée, et c'est un homme libre qui vous parle, qui n'a plus de responsabilité directe dans l'exécution, dans l'exécutif d'un gouvernement, dans l'exécutif d'un pays. Cette question, elle est tout à fait essentielle. Comment nous sommes capables de répondre à cette montée en puissance d'un islam politique? Et c'est cette question-là qui doit être traitée, qui est très complexe, puisqu'il y a en permanence, et c'est normal, dans nos sociétés européennes, le risque d'un basculement vers le populisme et vers des actes anti-musulmans. Mais, et je veux le rappeler aussi avec force, parce que ces débats ont lieu dans nos sociétés, et notamment en Europe, et plus particulièrement en France, ce n'est pas l'islamophobie, qui est un terme que je n'utilise jamais, parce que c'est un terme utilisé souvent par nos adversaires, mais ce n'est pas l'islamophobie qui provoque les attentats. Ce sont les attentats qui peuvent parfois malheureusement provoquer un sentiment anti-musulman, voire des actes anti-musulmans, qu'il faut combattre là aussi avec la plus grande des énergies. Et ce qui pose donc la responsabilité et l'engagement des musulmans, des institutions, des associations, mais de l'ensemble des musulmans et des pays musulmans qui ont pu avoir une responsabilité dans ce domaine. Si l'islam a évolué, par exemple en Afrique, c'est qu'il y a aussi une responsabilité du wahhabisme, et plus particulièrement de l'Arabie saoudite. Et les dirigeants saoudiens aujourd'hui, je crois, en sont davantage conscients. Et chaque pays, et je pense aussi au Qatar, a sa responsabilité dans ce domaine-là. Et chacun doit être mis devant ses responsabilités. Les États, les organisations, mais aussi les citoyens. Et cette question donc de l'islam politique me paraît être un élément tout à fait essentiel. Et derrière cela, un mot, parce que je sais que c'est un sujet qui préoccupe en Israël, et je sais que les médias israéliens sont déjà au courant. Il y a eu un acte à caractère antisémite, semble-t-il, il y a 2 jours en France, ça ne fait pas de doute, pose aussi le défi, enfin, la question de ce qui est derrière cette idéologie. Et derrière cette idéologie, il y a l'antisémitisme, qui est un fil conducteur. Dans l'antisémitisme, il y a la négation du foyer juif, de l'État d'Israël. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de souligner à de nombreuses reprises que l'antisionisme, c'était une nouvelle forme d'antisémitisme. J'ai eu l'occasion de l'affirmer à de nombreuses reprises. Et j'ai été particulièrement heureux que le président Macron, à l'occasion de l'anniversaire douloureux du Veldiv, en présence du Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, reprenne exactement cette formule, parce que les formes d'antisémitisme ont évolué, elles sont toujours persistantes, celles de l'extrême droite, mais sur fond de conflit israélo-palestinien, il y a ce nouvel antisémitisme qui est né, et qui est né dans les quartiers populaires, qui s'est profondément ancré d'ailleurs avec le soutien de certaines télévisions, des paraboles et bien sûr des réseaux sociaux. Et pour extirper ce mal qui permet de comprendre ce qu'il y a au fond de cette idéologie, il faudra du temps. Mais il n'y a pas seulement l'antisémitisme ou la négation d'Israël. Derrière, il y a un projet profondément totalitaire. Il suffit au fond de relire Hannah Arendt ou Raymond Aron pour comprendre ce qu'est un projet totalitaire, un État totalitaire, une idéologie totalitaire, dont le caractère, même si les comparaisons historiques sont toujours difficiles à faire, dont le caractère fasciste n'est plus à démontrer. Il suffit de voir quel est le sort des chrétiens d'Orient, des yézidis, des Kurdes, des minorités musulmanes, pour comprendre ce qui est en train de se passer, d'ailleurs, les bouleversements que nous avons connus. De ce point de vue-là, les défis donc posés à l'Europe et à l'Occident sont majeurs. Nos démocraties sont fragiles.
L'Europe, dans le monde nouveau, celui de la Chine, des États-Unis, du retour des grandes nations comme la Russie, la Turquie, l'Iran, l'histoire est toujours présente, l'Europe perd de l'influence. Avec le chômage de masse, la révolution technologique, la montée des inégalités, le sentiment que l'argent domine tout, le populisme s'est ouvert des espaces et peut l'emporter dans certains pays, aurait pu l'emporter en France au printemps dernier. Et l'extrême droite et le populisme, on retrouve aussi parfois ce populisme à l'extrême gauche, se nourrissent de la montée de l'islamisme. Les deux, d'ailleurs, ont besoin l'un de l'autre parce qu'ils créent des fractures dans la société qui, au fond, les serrent. Et c'est l'autre défi sur lequel je veux, bien sûr, insister. Et c'est pour cela que nous devons défendre des valeurs communes. Parce que c'est ces valeurs qui sont en cause, c'est-à-dire la démocratie, la place de l'individu dans la société, l'égalité entre la femme et l'homme, la séparation entre l'État et les religions. C'est pour ça qu'il faut être très clair et très lucide sur les enjeux qui sont devant nous. Et le rôle des responsables politiques est de dire la vérité, de montrer la voie qu'il faut emprunter au peuple. Et cette lucidité, les Européens doivent en être pleinement conscients et en tout cas embrasser pleinement les enjeux. Les moyens, je les ai rappelés, dans le cadre bien sûr d'un État de droit, dans un équilibre toujours très complexe entre la sécurité et la liberté. Et comme ministre ou comme Premier ministre, j'ai fait voter 3 lois antiterroristes, une loi sur le renseignement, donner plus de moyens aux forces de sécurité, réformer en profondeur les services de renseignement pour nous adapter à la nouvelle donne. Ces moyens sont indispensables, mais ils ne sont pas suffisants. Et il faut donc mener cette bataille idéologique. Et de ce point de vue-là, il ne peut pas y avoir de compromission. Et c'est ce que doivent comprendre les responsables européens face à ces enjeux tout à fait considérables. Et ils doivent intégrer, je terminerai avec cela, pour rester dans le temps imparti, ils doivent prendre conscience pleinement de cette nouvelle donne que vous avez évoquée tout au long de cette première journée et que j'ai eu l'occasion aussi de traiter avec un certain nombre de responsables israéliens depuis mon arrivée ici à Tel Aviv. Il y a une nouvelle donne liée à ce qui s'est passé en Irak et en Syrie. Moi, j'entends avec beaucoup d'intérêt la préoccupation, et le mot est faible, de nos amis israéliens sur ce qui est en train de se passer avec la montée en puissance de l'Iran. Je comprends évidemment leurs préoccupations suite à l'accord sur le nucléaire qui a été conclu, et la France a joué son rôle en rappelant un certain nombre de principes, mais cet accord a eu lieu. Et je comprends la préoccupation concernant les ambitions stratégiques dans ce domaine de la part de l'Iran. Je comprends aussi les préoccupations de nos amis israéliens sur les évolutions territoriales en Syrie, en Irak, au Liban, au Yémen, et sur le fait que cette avancée-là, non seulement a amené à des déplacements de population, même si les responsabilités, elles sont longues, partagées, et nous savons ce que cela a pu représenter il y a quelques années quand les États-Unis ont décidé d'intervenir en Irak. Et ce n'était pas la position, vous le savez, de la France, et à l'époque du président Jacques Chirac, que nous avons soutenu parce que nous savions que dans cette région, quand on touche à l'histoire et à la réalité géopolitique, les conséquences peuvent être particulièrement lourdes et longues, et qu'on en paye ensuite le prix. Mais nous le voyons bien avec les déplacements de population, les vagues migratoires, ou le fait qu'on a anéanti des cultures millénaires qui étaient présentes dans cette région. Mais on voit bien que la conséquence essentielle est ce rapport de force, même si c'est sans doute plus compliqué que cela, qui est en train de se créer, de déstabiliser la relation notamment entre sunnites et chiites. Et donc nous devons être conscients
nous, Européens, que ça n'est pas seulement le problème d'Israël. Et les responsables israéliens insistent là-dessus. Je crois qu'ils ont raison. Ce n'est pas le problème d'Israël. Les ambitions stratégiques de l'Iran dans la région ne concernent pas seulement Israël. Même si nous devons aussi être préoccupés de ce que disent les dirigeants iraniens sur leur volonté de détruire Israël. Mais ça nous concerne tous. C'est l'équilibre du monde. Et dans cet équilibre-là, nous sommes, nous, Européens, donc la France, directement concernés. Et donc, pour conclure, ce que je veux dire tout simplement, c'est que 16 ans après le 11 septembre 2001, dans ce nouveau monde, la question de la sécurité est essentielle. Elle est au cœur d'intérêts stratégiques qui sont partagés. Et Américains, Israéliens, Européens, mais c'est vrai aussi pour les Africains, nous devons partager les mêmes valeurs, une même vision de la civilisation, parce que ce sont des enjeux de civilisation, et les mêmes intérêts stratégiques. Et ces journées de réflexion qui sont les vôtres doivent être l'occasion de rappeler que nous ne devons pas partager seulement un diagnostic, et je crois que nous le partageons, mais les mêmes intérêts stratégiques. Notre sécurité, la sécurité de nos concitoyens et la préservation de valeurs qui sont tout à fait essentielles pour nos civilisations. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire en quelques mots.